Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Qu'est-il arrivé à Magali Blandin? Cette mère de 4 enfants a disparu depuis 9 jours en Ille-et-Vilaine. Pour la deuxième journée consécutive, une battue a été organisée par les gendarmes. Les premiers enseignements de la vaccination au Royaume-Uni. Alors que la barre des 17 millions de doses sera bientôt franchie, les scientifiques commencent à entrevoir les effets sur le nombre de contaminations, mais aussi sur la mortalité des plus âgés. L'émotion hier soir en salle de contrôle, atterrissage sur Mars réussi pour le robot Persévérance et il nous a envoyé ses premières cartes postales de la planète rouge. Dans ce journal également, attention à ce que vous vendez ou louez sur les plateformes numériques. Le fisc peut désormais s'en servir en cas de fraude. Un système de surveillance de tous les messages publics des particuliers vient d'être autorisé. Et puis la détention de reptiles, une passion française. 2 millions de personnes auraient pour animal de compagnie geckos, dendrobates à gamme barbue et serpents plus ou moins encombrants. Méfiez-vous tout de même, certains d'entre eux vivront plus longtemps que vous. Vendredi dernier, Magali Blandin, 42 ans, n'est donc pas allée chercher ses 4 enfants à l'école. Depuis, les gendarmes d'Ille-et-Vilaine sont à sa recherche et aujourd'hui, ils ont à nouveau, vous allez le voir, organisé une battue dans les environs de Montfort-sur-Meux, où réside cette éducatrice spécialisée. Le procureur, qui n'écarte aucune piste, parle, lui, de disparition inquiétante. Reportage Maxime Jaglin et Marc Geffray. En forme unie jusqu'à la lisière de la forêt. Par petits groupes, ils sillonnent les champs, les forêts, les cours d'eau. Cet après-midi, 200 volontaires sont venus en renfort. Parmi eux, des anonymes, mais aussi des collègues de travail et des membres de la famille. Oui, il y a toujours l'espoir. Hein. Il y a toujours l'espoir, mais bon, on ne sait pas. On cherche, quoi. On pense à ses enfants, on fait tout pour essayer de participer, et de donner un petit peu de son temps, et voilà, pour faire avancer les recherches. Vous gardez espoir. Les jours passent. Les jours passent. Magali Blandin, mère de famille de 42 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le mercredi 10 février. Le lendemain, son téléphone émet un signal localisé dans le secteur de Montfort-sur-Meux. C'est dans cette commune qu'elle résidait depuis le mois de septembre, après une rupture avec son compagnon. On sait que Magali Blandin était en instance de séparation, donc elle avait une situation familiale et personnelle qui était quand même assez difficile. C'est ce qui nous a conduit aussi à considérer cette disparition comme inquiétante. Vu les moyens qu'on a engagés, on a pu avancer sur l'ensemble des pistes. En revanche, pour l'instant, on n'a pas pu en fermer une définitivement. Dans la commune de Montfort-sur-Meux, les recherches occupent toutes les discussions. C'est vrai qu'on est mère de famille, donc du coup, on se met un peu à la place de la famille, des proches. Je pense que ça va être très compliqué. Les recherches vont se concentrer ce week-end sur les berges et les cours d'eau. Plus de 150 gendarmes sont toujours mobilisés. Et puis à Pau, un responsable d'un centre d'accueil de réfugiés a été tué aujourd'hui. C'est un Soudanais qui l'a poignardé alors que sa demande d'asile avait été refusée. Les collègues de la victime, très choqués, ont reçu un soutien psychologique. Avec près de 17 millions de personnes vaccinées, soit un quart de sa population, le Royaume-Uni commence à avoir un certain recul sur les effets du vaccin. Les premiers chiffres ont été publiés aujourd'hui. Il s'agit non seulement de savoir s'il a eu un impact sur les contaminations, mais aussi sur le taux de mortalité et le nombre de formes graves. Les détails avec Marine Brossard-Elisterne et Lucie Barbazange. C'est une courbe plus qu'encourageante. Le nombre de contaminations au Royaume-Uni est en chute libre depuis un mois. Même observation du côté des hospitalisations, 3 fois moins importante que le mois précédent. Est-ce donc un premier effet de la vaccination? Les Anglais ont massivement vacciné depuis début décembre, plus de 16 millions de personnes, mais parmi elles, à peine 4% ont reçu 2 doses. Car le délai entre les 2 injections y est plus long qu'en France. Alors une seule dose suffit-elle à protéger? Impossible de l'affirmer pour cette scientifique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir la deuxième dose. Ça veut dire simplement que les vaccins sont efficaces. En revanche, quelle est la durée de cette protection, ça on ne le sait pas. Et ce n'est qu'une tendance. Une autre tendance semble se dégager des données anglaises et pourrait répondre à une question cruciale. Le vaccin empêche-t-il la transmission du virus? Oui, selon un journal anglais qui a pu consulter les derniers chiffres. Après une dose de vaccin, la transmission est réduite de 66%, et ce, quel que soit l'âge. Un résultat qui étonne ce chercheur britannique. Le laboratoire AstraZeneca disait que son vaccin réduisait la transmission de 40% au mieux.
Il faudra expliquer pourquoi aujourd'hui, on a des résultats bien meilleurs. De très bons résultats qui doivent aussi se lire à la lumière du confinement en vigueur au Royaume-Uni depuis début janvier, des restrictions qui pourraient être progressivement levées si l'efficacité de la vaccination se confirme. Boris Johnson se prononcera lundi. Le Royaume-Uni, qui on l'entendait, administre en majorité le vaccin AstraZeneca, un vaccin beaucoup plus froidement accueilli en France. Il y a eu évidemment les effets secondaires chez certains soignants, une forte fièvre sans gravité mais contraignante. Il est aussi un peu moins efficace que les autres. Du coup, certaines doses ne trouvent pas preneur. Un comble en période d'épidémie que nous expliquent Nathalie Pellerin et Thomas Rolnik. Très peu d'appels dans ce cabinet médical pour les prises de rendez-vous de vaccination avec AstraZeneca. Je suis un peu surpris, moi je pensais vraiment que ça allait être très vite rempli. 5 médecins partagent le cabinet, mais la semaine prochaine, seulement 2 d'entre eux iront chercher leur dose du vaccin. Les autres attendront tout simplement la fin des vacances. Là, c'est peut-être pas forcément la meilleure période, c'est la plus grosse zone qui est en vacances, c'est Paris-Lyon-Marseille qui est en vacances. Et puis il y a aussi quelques médecins qui sont absents, qui ont pris des vacances bien méritées. Et le vaccin impose une organisation spécifique, planifier 10 patients dans la journée, puisque les 10 doses contenues dans un flacon doivent être administrées le même jour. Le vaccin AstraZeneca peine aussi à convaincre à l'hôpital. Son efficacité de 70% en moyenne n'est pas jugée suffisante par certains responsables. Alors moi, je prône pour les soignants, notamment qui sont les plus exposés, à savoir les services d'unité Covid, de réanimation et d'urgence, d'avoir le vaccin qui a le plus d'efficacité selon les publications. Et aujourd'hui, ce sont clairement les vaccins ARN messagers plutôt que le vaccin AstraZeneca. Pour les soignants en Moselle, où le variant sud-africain circule, le spécialiste de la vaccination au gouvernement a même recommandé de ne pas l'utiliser, son efficacité contre le variant n'étant pas encore prouvée. Ce soir, près de 250 000 doses restent disponibles et les pharmacies pourront finalement délivrer des flacons supplémentaires aux médecins volontaires afin que toutes les doses puissent être utilisées. Et on évoquait tout à l'heure le recul des contaminations au Royaume-Uni, un recul également observé en France ces derniers jours, mais aussi au niveau mondial, malgré la virulence plus grande des variants. Aujourd'hui, les scientifiques reconnaissent d'ailleurs qu'ils sont assez surpris. Mathilde Véron et Hippolyte Corneille. Baisse des contaminations dans le monde, progression des variants du virus, difficile d'y voir clair sur la situation épidémique. En cause en France, ce fameux plateau haut du nombre de nouveaux cas qui perdure dans le temps. À l'échelle du pays, les indicateurs semblent plutôt à la baisse. Moins 9% de contamination par rapport à la semaine dernière, moins 10% de nouvelles hospitalisations et des entrées en réanimation stables. Mais en toile de fond, les variants progressent. Le virus britannique, par exemple, est passé de 25 à 36% des cas suspects en une semaine. Sa diffusion est moins rapide que prévu par les scientifiques. Simple décalage dans le temps de la menace pour cet épidémiologiste. Si on ne fait rien et si on reste dans la situation actuelle en termes de contrôle, ce qu'il faut s'attendre, c'est à une remontée de l'incidence, du nombre de contaminations et malheureusement du nombre d'hospitalisations et de décès dans les semaines à venir. Problème, si la vague arrive, les hôpitaux seront-ils en capacité de prendre en charge ces patients ? De nombreux services de réanimation sont déjà surchargés. En orange, sur cette carte, les départements où plus de 60% des lits sont occupés par des patients Covid, plus de 120% en rouge. Dans cet établissement parisien, ce médecin cherche déjà à ouvrir des lits supplémentaires. On est vraiment sur la corde raide et donc on est très inquiet. On part sur un niveau extrêmement élevé avec un personnel fatigué, peu de lits disponibles, pas vraiment de moyens supplémentaires et donc la situation risque d'être compliquée. Les autorités redoutent désormais l'arrivée des beaux jours qui pourraient limiter le respect du couvre-feu après 18h. Et tous ces signaux encourageants ont convaincu le gouvernement d'allumer une petite lueur d'espoir pour le monde de la culture, en tout cas celui des festivals d'été. Roselyne Bachelot en a posé les conditions, vous allez le voir, très strictes, pas plus de 5000 personnes. Il faudra aussi qu'elles soient toutes assises et cela ne correspond évidemment pas à tous les styles musicaux. Florence Schleckneck. Bien sûr, il s'agit là du scénario impossible. Si vous rêvez de communier par milliers dans les prés, ce sera un peu compliqué. Mais une première embûche vient d'être levée, un cadre posé.
À condition de ne pas être plus de 5000, les festivaliers obtiennent l'assurance de pouvoir se rassembler s'ils se tiennent à bonne distance, qu'ils s'assiedent et qu'ils restent masqués. Des conditions qui ont conduit certains à d'ores et déjà jeter l'éponge. La musique métal ne peut se vivre sagement assis, le festival Hellfest est annulé, comme Solidaise et très probablement les festivals de musiques électroniques. Mais à Carhaix, si on est loin de pouvoir accueillir les 270 000 personnes aux Vieilles Charrues, on reçoit la nouvelle comme une onde très positive. Ce qui aurait été dramatique, c'est de ne rien faire. C'est sûr, hein, ça ne convient pas à notre organisation habituelle, mais ce sera d'autres charrues, ce sera un autre modèle de charrue. Et ce modèle de charrue, eh bien, on va le fabriquer. Être agile et inventif, c'est ce qui attend les directeurs de festivals. À Avignon, pas vraiment de problème de jauge. Le Palais des Papes ne peut contenir plus de 2000 personnes. Mais Olivier Py, qui répète en ce moment à Paris, cherche des certitudes pour ceux qui l'accompagnent. Le festival, c'est toute l'année 30 personnes, c'est une petite famille. Et puis à partir du mois de mai, nous montons en puissance pour arriver au mois de juin à 750 personnes. Et on ne parle pas des artistes, on parle simplement des techniciens et du personnel d'accueil. Car il faut comprendre l'incidence de ces festivals sur tous les territoires. Des chercheurs ont mesuré l'impact en 2020 de l'annulation des 3000 rassemblements de l'été, que ce soit pour l'hôtellerie, la restauration ou encore les transports. Un chiffre, il s'agit de 2,6 milliards d'euros de pertes sur le territoire français. Tous savent donc déjà que les 30 millions d'aides annoncées seront très insuffisantes. Partons maintenant au Texas qui vit ces derniers jours une situation absolument dramatique, un froid polaire tout à fait inhabituel a pris au dépourvu la population, plutôt habituée aux 15 degrés en cette saison. Résultat, les infrastructures n'ont pas tenu et notamment le réseau électrique. Il a en plus, vous allez le voir, la particularité d'être déconnecté du reste du pays et donc particulièrement vulnérable. Reportage de nos envoyés spéciaux Jérôme Garot et Adrien Ponsard. Doucement, le Texas se relève. Mais 5 jours après la tempête, certaines petites villes n'ont toujours pas de courant, comme ici, au sud de Dallas. Jennifer est privée d'électricité depuis 4 jours. Bonjour, je suis votre voisine. Vous avez du courant ? Ah, vous avez du courant, vous. Cette femme fait le tour du quartier pour comprendre d'où vient la coupure du réseau. Ça n'a aucun sens. Certaines maisons n'ont plus d'électricité depuis 4 jours et d'autres n'ont pas eu de coupure de courant. Illustration d'une colère qui monte à travers cet État. Nous sommes au Texas, on a des tonnes de ressources. Les gens se retrouvent à mendier de la nourriture devant les magasins fermés. C'est incroyable. On est en Amérique et pourtant rien ne marche. Je ne peux même pas avoir quelqu'un au téléphone quand j'appelle la compagnie d'électricité. Aujourd'hui, c'est justement ce réseau texan qui est au centre des critiques. Ce sont des centrales comme celle-ci qui n'ont pas pu répondre à l'explosion de la demande d'électricité. Il faut savoir que le Texas, c'est le poumon énergétique des États-Unis, premier producteur de pétrole, de gaz naturel. Alors pour beaucoup d'Américains, l'effondrement de ce réseau électrique a été vécu comme un choc. Passé la surprise, les télés américaines se déchaînent. Comment le Texas en est-il arrivé là? Le Texas est en plein chaos. Le système est décrit comme vétuste, mal aménagé, insuffisant pour chauffer tout un État. Devant la presse, le patron du réseau avoue une certaine impuissance face au pic de consommation. Nous sommes passés tout près de la coupure totale du réseau lundi. On a dû réduire la distribution d'électricité pour faire tenir le système. Mais surtout, le Texas a son propre réseau, indépendant du reste de l'Amérique. Un côté cow-boy solitaire, très cher payé. Impossible d'importer de l'énergie des autres États. Enfin, pour ajouter à la polémique, un autre scandale vient d'éclater. Pendant que la population souffrait du gel, le sénateur du Texas s'est envolé en catastrophe à Cancún, au Mexique. L'affaire vient de sortir et jette un froid encore un parmi ses électeurs. Et un thermomètre en dessous de zéro à cette période, on le disait, c'est tout à fait exceptionnel dans cet État du sud des États-Unis qui est à la même latitude que la Tunisie ou l'Égypte. Bonsoir Louis. Bonsoir Anne-Claire. Alors on va essayer de comprendre avec vous ce qu'est ce vortex polaire. Pourquoi est-ce qu'il est descendu si bas cette année ?
Oui, c'est une situation étonnante, vraiment, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, on va essayer de comprendre très simplement. Je vous emmène au pôle Nord. Au-dessus de ce pôle Nord, on comprend bien que l'air froid s'accumule et forme cette circulation. Vous voyez, ce vortex qui tourne et qui est comme un tourbillon qui retient la froid. Et bien là, au cours de ces derniers jours, ce vortex s'est inversé. C'est comme quand vous faites tourner de l'eau dans une bassine. Vous arrêtez tout à un moment, cette eau va déborder brutalement. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé au cours de ces dernières semaines. Cet air froid a débordé pour envahir beaucoup de pays dans l'hémisphère nord, descendant à des latitudes où il ne va jamais avec une grosse brutalité. C'est ce qui s'est passé sur les États-Unis au cours de ces derniers jours. Cet air froid a brutalement envahi tout le continent nord-américain pour descendre jusque sur les bords du golfe du Mexique où on a eu de la neige, ce qui arrive une fois tous les 50 ans et avec des températures qui ont pu descendre en moyenne jusqu'à moins 30, moins 20, voire moins 10 degrés du côté du Texas. On a même enregistré un record jusqu'à moins 20 degrés. Alors vous l'avez dit, normalement la température est de 15 degrés. Mais d'autres pays ont été concernés. Ce qui s'est passé sur le nord de la France et qui maintenant se décale vers le centre de l'Europe. On a vu de la neige sur la Grèce en grande quantité, sur la Turquie, et tout ça va se prolonger. Et ce n'est pas fini. On attend peut-être d'autres vagues de froid, toujours en raison de ce vortex polaire, au cours de ces prochains jours. Merci beaucoup Louis pour ces explications passionnantes. On va maintenant partir pour une autre planète où il fait aussi très très froid, moins 63 degrés en moyenne. Mars a accueilli hier soir le robot de la NASA Persévérance. Après un voyage de 470 millions de kilomètres et un atterrissage ô combien délicat, il nous a d'ailleurs envoyé ses premières cartes postales avant de se mettre au travail. Christine Chapelle, Pascal Michel et Thierry Valta. La planète rouge en couleur comme si vous y étiez. Persévérance vient de poster de nouvelles photos de son atterrissage sur Mars, photos relayées immédiatement sur son compte Twitter. Bonjour le monde, première vue de ma nouvelle maison pour toujours. Il est 21h55 hier soir lorsque la NASA hurle de joie au signal de l'arrivée de son robot à destination. À Paris, au CNES, le président Macron applaudit. Tout comme les ingénieurs de Toulouse. Car il y a un petit bout de France dans ce robot martien, plus exactement dans sa tête. L'instrument Supercam, une caméra doublée de rayons laser, sa mission tirer sur les roches pour analyser leur composition avec en plus, et c'est une première sur Mars, un micro. Au-delà de l'aspect poétique d'écouter souffler le vent, sa mission est scientifique, analyser le son des tirs. Ça va créer une petite étincelle, une petite détonation. Et en écoutant cette détonation, comme un claquement de doigts, on va pouvoir déduire des informations sur les propriétés physiques des roches, notamment si elles sont dures ou molles. Toutes ces opérations serviront à retracer l'histoire de ces rochers. Une mission importante du programme. C'est pourquoi ces équipes toulousaines vont vérifier pendant plusieurs semaines si leurs instruments ont bien supporté le voyage. On veut savoir est-ce que le mât va bien se lever, est-ce que le bras va bien se dérouiller, est-ce que les roues vont passer, est-ce que les instruments vont fonctionner. Donc de l'angoisse, on est parti pour un bout de temps. L'autre appareil qui attire l'attention, c'est ce petit hélicoptère. Un vrai défi technologique, car voler sur Mars n'a encore jamais été testé. L'atmosphère y est moins dense que sur Terre. Les pales devront donc tourner 2 fois plus vite qu'un hélicoptère terrien pour maintenir en l'air le drone martien. Dans quelques jours, lorsque tous les tests auront été faits, Persévérance et son compagnon volant Ingenuity pourront commencer leur mission, chercher la vie, ou plus exactement chercher des traces de ce qui a pu être de la vie il y a 3 milliards d'années. Et les Américains et les Français ne sont pas les seuls à s'intéresser à la planète rouge. Les Chinois et plus étonnant, les Émirats arabes unis ont envoyé récemment leur propre sonde. L'exploration de notre système solaire coûte pourtant des milliards d'euros. Alors dans quel but? Comment expliquer cette concurrence internationale de plus en plus forte? Laszlo Gelabert, Johan Engen et Florian Le Goïc. Une photo de Mars, prise depuis une sonde des Émirats arabes unis, il y a tout juste une semaine. Un exploit pour ce petit pays, lancé sur la route vers Mars déjà bien embouteillée, avec les Chinois, qui viennent, eux, de mettre en orbite leur sonde autour de la planète rouge. C'est une vitrine à usage interne pour les Chinois, pour montrer, regardez, ce jeune pays spatial qui maintenant va sur Mars. Donc c'est pour une fierté, c'est pareil pour les Émiratis. Les Émiratis disent, nous sommes le premier pays arabe à aller sur Mars, donc on a une technologie de pointe. Les Émirats vont analyser le climat martien. Les Chinois espèrent étudier des zones encore inconnues. Mais avec 50 années d'exploration, les plus avancés restent les Américains.
Les États-Unis, c'est une hyperpuissance spatiale. On ne peut pas comparer les États-Unis avec aucune autre puissance sur Terre. Donc, et dans l'espace par définition. Le budget des États-Unis, le budget spatial, il est supérieur à 40 milliards de dollars. C'est depuis les années 80 que les États-Unis investissent plus dans le militaire que dans le civil. L'autre destination très prisée, c'est la Lune. Si les Américains ont fait le premier pas il y a 52 ans, les Chinois sont les premiers à faire atterrir un engin sur sa face cachée. Ils pourraient ainsi y envoyer des satellites et développer un puissant système de télécommunication. Les satellites de télécom permettent de diffuser de l'Internet partout en Chine, permettent éventuellement du téléenseignement ou de la télémédecine. Pour les États-Unis, la conquête de l'espace est surtout un enjeu de défense nationale. Avec des satellites de plus en plus perfectionnés, ils peuvent envoyer des images de la Terre en temps réel, lors d'opérations militaires par exemple. Et en attendant de conquérir d'autres planètes, c'est la Terre qui a besoin des ressources de la science et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Un laboratoire du CNRS vient de mettre à contribution une centaine de classes de collégiens. Le but étant de récolter, vous allez le voir, des échantillons de plastique échoués sur nos plages. À Théoul-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, Cassandre Dumain et Régis Rouanet. Leur enquête commence sur cette plage. Ici, on a fait une zone de recherche. Florian, tu vas faire un 9e prélèvement. Là. Ce matin, ces collégiens s'improvisent chercheurs ou archéologues. À la clé, pas de vestiges préhistoriques, mais des traces plus récentes de notre histoire, déjà invisibles à l'œil nu. Attends, on attend la pince à épiler, au moins on enlève. Du plastique. Arrête de bouger. Ça se décolle pas en fait. D'année en année, il devient de plus en plus difficile à déceler parmi tous les grains de sable. La très très grande majorité du plastique, elle est vraiment pas plus grande qu'un grain de riz. Donc c'est pernicieux, c'est invisible, ça s'infiltre partout. Et donc là vraiment ça foisonne sur les plages, sur les berges, au fond des océans, sur la banquise, il y en a partout. Issus de plus gros déchets, ces particules infimes sont ce qu'on appelle des microplastiques. Tu vois les tout petits bouts là? Ouais. On en voit quelques-uns, mais pas tous, je pense. Honnêtement, je pensais qu'il y avait que des grosses bouteilles ou des gros trucs. Pour les voir, leur enquête se poursuit à la loupe. À chaque fois que vous avez une petite particule de plastique, vous le mettez dans un des puits. Un travail laborieux qui fait gagner un temps précieux aux scientifiques et qui permet aux collégiens de remonter à la source de cette pollution. Alors ça vient d'où ce plastique? De nous. Des villes qui descendent par les fleuves, les vents, l'eau, la pluie. Des prélèvements essentiels envoyés directement à Bagnols-sur-Mer. Dans ce laboratoire, on cherche à savoir à quel point ces matières sont toxiques. L'emballage qui va arriver dans l'environnement, il va se casser en morceaux, puis il va se casser encore en plus petits morceaux qu'on n'arrive plus à voir comme ça. Là. Tout ça, c'est des indices pour nous. Et puis nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir est-ce que les bactéries elles sont capables de manger ces plastiques. La réponse est oui, des bactéries s'attaquent bien au plastique, mais il leur faut des millénaires pour tous les absorber. D'autant plus que l'équivalent d'un camion benne de plastique est déversé chaque minute dans l'océan, polluant toute la chaîne alimentaire. Le sel de mer, les crevettes, elles sont quasiment toutes contaminées aujourd'hui quand on fait des études dessus. On trouve même des microplastiques dans des crevettes prélevées à 10 000 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes. Donc, ce qui veut dire qu'on a un vrai problème. En contact avec le plastique, les œufs d'oursin, par exemple, présentent de nombreuses anomalies. Des retards de croissance, des malformations. Bon, c'est pas de chance parce que cet organisme-là, on le mange. Sans le savoir, nous ingérons chaque semaine l'équivalent d'une carte bleue en plastique. Chez l'être humain, sa toxicité n'a pas été encore prouvée. Mais pour ces spécialistes, le meilleur des plastiques reste celui qu'on ne produit pas. Voilà un autre univers bientôt passé au peigne fin par les agents du fisc. Attention à ce que vous échangez, louez ou vendez sur les plateformes numériques. Tous vos messages publics pourront être retenus contre vous en cas de fraude. Un décret vient d'autoriser les services de Bercy à éplucher les informations personnelles que vous laisserez traîner sur la toile. Fabien Chadeau. Après sa mort, Johnny Hallyday avait été déclaré résident français par la justice à cause de son compte Instagram. Grâce aux informations de localisation des photos qu'il postait, il a été prouvé qu'il passait plus de temps dans l'Hexagone qu'aux États-Unis. Jusqu'à présent, ces données personnelles ne pouvaient être utilisées que dans les procédures judiciaires. Désormais, le fisc pourra s'en servir. Un algorithme va collecter et analyser les traces que vous laissez sur les réseaux sociaux ou les plateformes pour détecter d'éventuelles fraudes. On est un peu dans un dispositif de pêche au chalut. Donc on ramasse très très large et on fait le tri ensuite avec des systèmes automatisés qui vont faciliter justement ce tri. Exemple, vous déclarez un revenu modeste, mais vous postez régulièrement des photos de lieux paradisiaques.
Ou encore, un brocanteur professionnel vend des objets sur un site de vente en ligne réservé aux particuliers et il ne les déclare pas dans ses bénéfices. Il sera désormais repéré. Cependant, toutes les données personnelles ne seront pas accessibles au fisc, notamment celles protégées par un mot de passe. Insuffisant pour cette fiscaliste qui redoute une atteinte à la vie privée. C'est quand même un aspirateur géant à données personnelles qui va être mis en œuvre. On ne sait pas comment ça va être traité, on ne sait pas combien de contrôles fiscaux vont être déclenchés grâce à ce dispositif. Voilà, en tout cas, il faut être bien conscient qu'aujourd'hui, l'administration sait à peu près tout sur vous. Mais Bercy l'affirme, le champ d'action de l'algorithme sera limité à seulement 3 types de fraudes. Les activités non déclarées, les fausses domiciliations à l'étranger et les trafics de produits illicites. Ce dispositif est expérimental pour une durée de 3 ans. Les Britanniques ne se faisaient plus tellement d'illusions. Le divorce entre Harry, Meghan et la famille royale a été définitivement prononcé. Aujourd'hui, le couple avait, vous le savez, 1 an pour réfléchir à cette lourde décision. Eh bien, il a perdu tous ses titres et ses fonctions officielles. Esther Lefebvre et Élise Stern. C'est l'épilogue d'un divorce annoncé entre ce couple glamour, chouchou des Britanniques, et la reine d'Angleterre. Il y a 1 an, Harry faisait sa dernière apparition princière avant de s'envoler vers le Canada rejoindre sa femme Meghan. Depuis, ils ont confirmé ne plus vouloir être membres actifs de la couronne britannique. La souveraine vient donc de trancher. La reine a écrit pour confirmer qu'en renonçant au travail lié à l'appartenance à la famille royale, il n'est pas possible de continuer à exercer les responsabilités et devoirs au service du public. Un choix radical qui les prive de leur dernier titre, ceux militaires d'Harry, auquel il était très attaché après avoir servi en Afghanistan. Pour Harry, c'était le point de crispation. Perdre les titres militaires, ça a été l'objet vraiment de tous ses efforts dans la négociation avec sa grand-mère. Sa grand-mère n'a pas souhaité céder. Il faut se rappeler vraiment l'identité de Harry, être un militaire. C'est ce qui l'a permis de sortir finalement de ces années d'adolescence compliquées. Meghan perdra, elle, ses patronages caritatifs. En revanche, l'un comme l'autre conservent toute leur place dans le cœur des Britanniques. C'est leur choix. Si c'est la façon dont ils veulent vivre, eh bien on leur souhaite le meilleur. Ils font ce qu'il y a de mieux pour eux dans leurs circonstances personnelles. Je dois dire, c'est bien de suivre ces choix. Vous ne pouvez pas toujours plaire à tout le monde. Leurs priorités sont donc inchangées. Mener une vie indépendante, y compris au plan financier, et fuir la pression médiatique, même s'ils n'ont pas fini d'alimenter la chronique à leur manière. Dimanche dernier, le couple dévoilait cette photo pour annoncer leur 2e enfant, le jour de la Saint-Valentin. Allez, revenons en France. Ce soir, c'est au tour de la 3e et dernière zone de partir en vacances. Des vacances d'hiver qui sont certes décevantes au regard d'une année normale, mais certaines stations de ski redoutaient des résultats bien pires. Il faut le dire qu'elles ont tout essayé pour faire venir des touristes malgré l'absence de remontée mécanique. Reportage à Val Thorens et à Courchevel, signé Céline Blancpain et Brice Gérès. En temps normal, à cette période de l'année, ils sont plus de 25 000 sur les pistes de Val Thorens. Un temple du ski alpin qui n'a jamais connu une telle quiétude en plein hiver. C'est paisible, pas trop de monde, donc c'est bien. On n'est pas pour le ski, donc ça ne nous manque pas vraiment qu'il n'y ait pas de remontée mécanique. À peine 3000 vacanciers dans la station, un taux de remplissage de 20% et des appartements à prix bradés. C'est ce qui a séduit cette famille de 4 personnes venues d'Île-de-France. Sentier de la Marine. C'est attractif au niveau des prix. Il y a une baisse à peu près, en tout cas pour notre appartement, de 40% par rapport au prix initial. Et à côté, il n'y a aucune location. On est les seuls à l'étage. Une clientèle 100% française qui découvre de nouvelles activités. Karting sur glace, baby racket pour les plus jeunes. Ces Lyonnais ont choisi le VTT électrique. C'est super accessible, c'est agréable, on est en plein air, en plein soleil. On n'aurait jamais fait ça hors crise sanitaire et finalement c'est une belle découverte, on est ravis. Mais à Val Thorens comme ailleurs, quelques mordus de glisse ont trouvé une astuce pour remonter les pistes malgré tout. Emprunter les bus gratuits qui circulent dans la vallée. Nous on est au Ménuire, on prend une navette qui nous remonte jusque Val Thorens et puis on rejoint quelques petites pistes sur le bas pour ensuite reprendre d'autres navettes qui remontent. Il y a un parking qui est juste là, on prend le car et on remonte en station. Et tout va bien. Je trouve ça très pratique, ça permet de descendre plus bas. On va le faire plusieurs fois dans la journée. Dans la station voisine de Courchevel, les clients rejoignent le haut des pistes en voiture ou taxi.
Un balai de véhicules qui déclenche la polémique. Écologiquement, ouais, c'est une catastrophe pour la montagne. Oui, bien sûr, évidemment. Mais qu'est-ce que vous voulez, je sais pas. Pour vous répondre à ça, c'est des vacances, on n'en prend pas beaucoup. On va se faire plaisir un petit peu. Merci à Courchevel. Les stations indiquent que ces transports par la route sont autorisés, mais que des contrôles vont être renforcés pour limiter l'affluence aux arrêts de bus et vérifier le port du masque. Et si vous avez du temps pendant les vacances, peut-être en profiterez-vous pour réparer votre vieille machine à café. Au-delà du fait que le bricolage est l'un de nos loisirs préférés, il est de plus en plus facile de se faire aider. Les réparateurs font leur grand retour. Didier Pireschi et Alexandre Godin. Entre les entrailles de ce téléviseur et l'électronique d'un lecteur DVD, 60 ans d'écart et un point commun. Nous n'y comprenons rien, mais il y a de l'espoir. Allô, Madame Service Secours, écoute. Les réparateurs que l'on pensait disparus sont de retour. Cet atelier de réparation de vélos a ouvert il y a 2 ans. Et du coup, on voit un petit jour côté gauche. Avec des ambitions modestes au départ. Notre souhait, c'était avec Nicolas et Hugo, en tant que 3 associés principaux, à pouvoir pérenniser nos postes. Pas envisager obligatoirement du salariat tout de suite. Mais en quelques mois, l'entreprise a décollé. Elle compte aujourd'hui 6 salariés. Et pourtant, les délais d'attente ne cessent de s'allonger. Après, du coup, nous, on s'en occupe dans la journée. 1 mois, 2 mois, 3 mois, à un moment, on a calmé le jeu et on a maintenu ces 3 mois de délai. On a décalé les plannings, les ouvertures. L'atelier affiche depuis peu le label des réparacteurs, attribué par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Elle en fait la promotion depuis quelques années. Votre appareil est en panne. Et si vous alliez le faire réparer au lieu d'en acheter un neuf? Ce label garantit l'engagement de l'entreprise dans une démarche de développement durable. Elles étaient 4500 affiliées fin 2020, 6% de plus qu'en 2019. Sur son site, la Chambre des métiers propose aussi un annuaire des réparateurs non labellisés. 100 000 artisans y sont référencés. L'objectif est d'en finir avec un gaspillage insensé. En 2019, les Français ont jeté 854 000 tonnes de déchets électriques et électroniques. Cette lutte est devenue un enjeu national dont s'emparent aussi les citoyens. En voici un exemple. Ce commerçant prête sa boutique 2 fois par semaine pour des ateliers de réparation gratuits, animés par des bénévoles. N'importe qui Lui indique toujours que ça passe. peut y apporter ses appareils défectueux. Il n'y a pas l'air d'y avoir de faux contacts. Ça peut être les appareils de la cuisine, de la salle de bain, des appareils de hi-fi ou autres. Il y a 2 tiers des appareils que, in fine, on répare. On va sortir le multimètre parce qu'on a plus. Cette dame est venue avec un vieil autocuiseur en panne. J'ai pas osé le démonter, moi, tout ça. Je peux pas faire marcher la pelle. Il sera réparé. L'association née il y a 12 ans aux Pays-Bas est aujourd'hui présente dans plusieurs pays. L'âge d'or de la réparation est peut-être devant nous. Autre tendance qui peut sembler un peu désuète, mais qui résiste dans ce monde où l'on s'affranchit de plus en plus des conventions sociales. Le vouvoiement, vous allez le voir, c'est irréductible et il est loin d'être anodin, marque de respect et ou d'autorité. Dans quelles circonstances l'employer? Quentin Fichet, Frédéric Mignard et David Pires nous disent tout. La vie en société, c'est un jeu. Un jeu de convenance, de tradition, de hiérarchie. Et souvent, un jeu de mots. Le jeu du tu ou vous. Le casse-tête français. On fait une partie? Nos parents, dans l'immense majorité des cas, dorénavant nous les tutoyons. Mais la belle famille, votre belle-mère, vous lui dites tu ou vous? Alors, je lui dis vous et elle me dit vous. Elle me tutoyait et je l'ai toujours regretté. J'ai dit elle aurait dû me vouvoyer aussi. Ça m'est arrivé de me tromper, de dire tu et hop je me suis surprise et là elle a rigolé en disant ah tu vois pour une fois. Tu vois, moi je trouve pas que c'est le manque de respect de dire tu, donc Ma mère, t'inquiète, elle sera ok. D'où vient ce vous qui nous complique l'existence? La réponse se trouve quelque part à Lyon. Un professeur de lettres est remonté aux origines. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Étienne, c'est ça? C'est ça. On se tutoie ou on se vouvoie? On va se vouvoyer peut-être. On se vouvoie, très bien. J'aime bien dire vous. Nous sommes au IIIe siècle, à Rome. On y parle latin. C'est le moment en fait où les empereurs commencent à parler d'eux au pluriel. Probablement dans l'idée que ils sont une sorte de personne au carré, de super personne, quelqu'un qui pèse extrêmement lourd. Et
qui appelle un certain respect qui va se manifester par le pluriel, par le vouvoiement. Bien plus tard, à la Révolution française, le vous, c'est l'ennemi. Il faut l'abolir car il symbolise la hiérarchie injuste. Par exemple, des bagarres éclatent dans des cafés parce que le garçon de café a vouvoyé le révolutionnaire qui était là, et le révolutionnaire exige d'être tutoyé comme tout le monde. Puisque cela fait aujourd'hui partie de notre quotidien, le vouvoiement est au programme scolaire. Comment s'adresser aux adultes et à la maîtresse en particulier? Ces élèves de CP d'Amiens s'exercent régulièrement. Pouvez-vous me donner un pain au chocolat, s'il vous plaît? Oui. Merci. Et tu dis de rien? De rien. Ah d'accord, elle attendait le de rien. Les petits exercices, les jeux de rôle, les jeux de théâtre aussi, ça aide beaucoup à intégrer la notion du vouvoiement. Et pour l'enfant, déjà mettre le verbe à la bonne place et la bonne personne tu, il, c'est déjà difficile. Donc quand on passe au vouvoiement, c'est vraiment un exercice à faire régulièrement pour que ce soit naturel. Dans la grande tradition française, Lohan, 6 ans, a décidé d'ajouter une exception. Sa propre règle. Il faudrait que tu dises quoi en théorie à la maîtresse? Des fois, plus tu. Et après, souvent, vous. Et toi, tu fais vraiment au feeling, quoi. Oui. Ouais, je comprends. C'est un peu compliqué, mais bon, plus vite on fait, plus vite on apprend. Les règles du jeu parfois sont bien plus claires, écrites noir sur blanc. C'est le cas pour les gendarmes et les policiers. Leur code de déontologie stipule sans ambiguïté que vous voyez la population est obligatoire. Mais au travail, avec vos chefs, vos collègues, tu ou vous? Dans cette entreprise parisienne, les deux ont de fervents partisans. Ah, le camp du vous, très clairement. Alors moi, je suis dans le camp du tu. Quand je suis habitué à vous voyer quelqu'un et qu'un jour cette personne me demande de la tutoyer, eh bien je dis non. Voilà, je suis resté sur un vous et ça ne m'a jamais dérangé dans la vie, c'est une marque de respect. Aujourd'hui, on cherche plus de proximité avec son manager, moins de distance. Et le tu est un élément assez simple pour finalement, sans rentrer dans le copinage, que tout le monde soit accessible et puisse échanger ensemble sans fausse barrière. Ce tu a envahi les entreprises. 63% des Français tutoient leur chef direct, mais il y a des nuances intéressantes. Nous osons bien plus dire tu dans le privé que dans le public, et les hommes se le permettent davantage que les femmes. Nous ne sommes donc pas égaux devant le tutoiement en open space. Il peut même être un piège. Si on utilise le tu dans un moment de recadrage, par exemple d'un manager vis-à-vis d'un collaborateur, alors là, il va y avoir peut-être une difficulté pour recevoir ce qui est dit, parce que ça devient très direct. Finalement, ça touche davantage. Le tu, ça touche à la fois l'individu et le professionnel. Dernière question, délicate. La présentatrice du JT, dois-je lui dire tu ou vous? Bon, ce sera vous, si ça te va. Et bien sûr que ça me va, Quentin. C'est vrai qu'à la rédaction de TF1, on a plutôt tendance à se tutoyer. Alors, pas de débat de politesse, en revanche, vous allez le voir avec les compagnons que vous allez découvrir dans un instant. Les reptiles ne s'embarrassent pas de sentiments et d'état d'âme, mais cela n'empêche pas 2 millions de Français d'en accueillir sous leur toit une passion parfois déroutante qu'ont tenté de comprendre Laura Ada et Alexandra Poupon. Regardez. Il n'a que 10 ans. Et déjà une idée bien précise de ce qu'il veut faire plus tard. Je veux faire herpétologue et aussi entomologiste. C'est-à-dire un spécialiste des reptiles et des insectes. Dans sa chambre, Gabriel élève des petits lézards. C'est plus précisément un gecko. Et des dendrobates, des grenouilles tropicales. Ils n'ont aucun secret pour lui, de leur habitat naturel à leur alimentation. C'est des grillons qui vont être destinés à l'alimentation des petits reptiles. Tout ça, c'est Internet et les livres qui m'ont appris. Il a même créé sa chaîne YouTube. C'est Gabriel, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Pour partager sa passion, à l'image de son modèle, dont il ne rate aucune des vidéos. Et bonjour les amis, j'ai envie de dire bonsoir. Alors tu t'attends à ce que je dise, on est grave. Son modèle, c'est lui, Tanguy, alias Toupette. Donc tu nourris ton gecko quand la lumière s'éteint à l'extinction. Chacune de ses vidéos est visionnée plus de 500 000 fois. Entrez dans notre univers. Il nous reçoit dans son studio au milieu de ces nombreuses espèces d'oiseaux, de poissons et de reptiles. Ce sont des geckos qui sont très appréciés sur la chaîne parce qu'ils sont faciles à reproduire et faciles à élever. Mais il faut le faire dans les bonnes conditions et pour ça il faut se renseigner et c'est là qu'on intervient. C'est ici, à la ferme tropicale à Paris, qu'il vient se fournir en nourriture. Aujourd'hui, on va prendre un peu de criquet pour nos gros geckos. On va se prendre un petit peu de grillon pour les petits geckos.
Et on va se prendre aussi ces toutes petites bêtes qui sont des colamboles et je m'en sers pour nettoyer mes terrariums. Voilà. Dans ce temple de la terrariophilie, on trouve de tout. Car l'offre s'est diversifiée ces dernières années, tout comme la clientèle, jeune et citadine. À Paris, c'est difficile d'avoir un chat, un chien. Un lézard, ça s'est imposé. Ils ont un mode de vie tellement différent de nous et ils sont assez faciles à élever en général quand on s'y connaît. Et prête à y mettre le prix. Comptez par exemple jusqu'à 600 € pour cet agame barbu et son environnement. L'observation. C'est tout l'intérêt de la terrariophilie. Il n'y a pas d'interaction avec l'animal, il faut comprendre ses besoins. Ce sont des besoins environnementaux relativement précis, pas forcément compliqués, mais on ne peut pas faire vivre l'animal autrement que son mode de vie d'origine. Donc là, il y a beaucoup de chaleur avec de la lumière des UV, un vivarium relativement spacieux. Entre 22 et 27 degrés dans le terrarium. Oui, ça laisse jamais indifférent. Même les espèces les plus impressionnantes sont vendues ici, du moment qu'elles ne présentent pas de risque pour l'homme. En revanche, il faut un certificat de capacité pour détenir des espèces dangereuses. Pierre Kistinic en récupère régulièrement. Comme ces pitons réticulés de près de 40 kilos chacun. Ils ont été saisis par la police chez un particulier qui en détenait une trentaine illégalement. Des croisements destinés à la vente sur Internet. Dès que c'est pas un animal réel, original de son milieu naturel, c'est beaucoup plus cher. Donc c'est du commerce. Ce Breton a créé son vivarium en 1979, devenu malgré lui un refuge pédagogique. Ici, pas de reproduction, la plupart des animaux ont été abandonnés, comme cette iguane ou cette tortue hargneuse trouvée en plein Paris. Ça meurt tout le temps. Et il y en a dans la nature en France, parce que les gens les ont balancés dans la nature. Quant aux tortues terrestres ou aquatiques, parmi les animaux les plus vendus, sachez qu'elles peuvent vivre jusqu'à 80 voire 100 ans. Adopter un reptile doit être mûrement réfléchi. Plus de 2 millions de personnes en détiendraient en France, légalement. Et puis avant de refermer ce journal, saluons ce soir la très belle semaine de Mathieu Fèvre. Le Français est devenu aujourd'hui champion du monde du slalom géant de ski, 3 jours après avoir remporté l'épreuve parallèle. Le Niçois, âgé de 29 ans, s'est hissé en tête du podium après plusieurs années difficiles. Une victoire qui fait de lui le digne successeur d'un certain Jean-Claude Killy, dernier Français à avoir remporté une médaille d'or dans cette discipline. C'était aux Jeux Olympiques il y a 53 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant sur LCI Canal 26, le point des idées débattra du choc des générations. Et puisqu'on parle de génération, voilà qui parlera à tous ceux qui sont nés avant les années 80. Émilie Joly est orpheline aujourd'hui. L'auteur-compositeur Philippe Châtel nous a quittés à l'âge de 72 ans. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain dès 13h. Je m'appelle Émilie Joly. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel. Tu t'appelles Émilie Joly. Tu rêves de voler la nuit, partir rejoindre le soleil et même la lune. Je m'appelle Émilie Joly. Je vous